Monsieur le gouverneur de la Banque de France, cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC en collaboration avec ESSEC Transactions. Organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Falsbourg, constructeurs, développeurs et gestionnaires immobiliers et en partenariat avec le journal La Tribune. Le 31 décembre 2001 à minuit marque l'introduction officielle de l'euro comme monnaie unique dans les 12 pays de l'Union européenne. Tous les naïfs, moi compris, auraient parié sur une suppression progressive des banques centrales nationales. C'était sous-estimer la puissance de la politique européenne de l'entre-deux. Ni trop de fédéralisme, ni trop de nationalisme. Une version édulcorée de la Banque de France voit le jour. Mais concrètement, monsieur le gouverneur, à quoi ça sert encore la Banque de France ? Plus question pour notre chère Banque centrale nationale de participer à la création monétaire. Elle doit désormais maîtriser l'inflation, au risque de chevaucher les actions de la Banque centrale européenne. Et oui, la BCE a déjà pour objectif de stabiliser l'inflation à proximité de 2%. L'hydre que vous gouvernez, monsieur le gouverneur, ne fait plus vraiment peur, puisque décapité de ses deux têtes principales, il ne vous reste plus que la prévention du surendettement. Mais nous y reviendrons. Ce soir, il s'agit d'une soirée nostalgie, et je vous propose un retour dans le passé. Un passé au cours duquel la France disposait à sa guise de la politique monétaire. Un retour au début des années 2000. Ce soir, la France n'a soulevé qu'une Coupe du Monde, l'OANA vient de gagner Love Story, et les frais de scolarité de l'ESSEC ne s'élèvent qu'à 209 906,85 francs. Mais revenons-en à vous, cher gouverneur. Issu d'une famille modeste, comme le suggère votre patronyme, François Villeroy de Gallo, vous avez choisi de suivre un parcours atypique. Polytechnique, puis ENA. Il ne manque plus qu'HEC à votre tableau de chasse pour tirer le tiercé gagnant de l'entre-soi. D'origine lorraine, vous parlez couramment allemand. La famille Villeroy y est connue, puisqu'on compte parmi vos ancêtres Claude Villeroy, directeur des hôpitaux militaires, et Nicolas Villeroy, qui créa l'entreprise Villeroy et Bosch. Vous entrez en 1988 à la direction du Trésor, puis devenez pendant 3 ans conseiller européen du ministère des Finances, puis du Premier ministre. Ensuite, sous le gouvernement Jospin, vous serez entre autres directeur de cabinet. Vous êtes nommé directeur général des impôts de 2000 à 2003. La même année, vous devenez président-directeur général de CTLM, filiale de BNP Paribas. Vous vous hisserez même jusqu'au poste de directeur général délégué du groupe, chargé des marchés domestiques. Et enfin, en septembre 2015, vous êtes proposé au poste de gouverneur de la Banque de France. Un ancien de la BNP à la Banque de France. Il n'en fallait pas plus pour qu'un collectif de 150 économistes ne dénonce une situation de conflit d'intérêts. Est-ce si facile, monsieur le gouverneur, de devenir un régulateur indépendant après avoir passé tant d'années avec ses petits copains ultralibéraux de la BNP ? Que nenni. Vous prendrez vos fonctions le 1er novembre de la même année. L'année suivante, la Banque de France rend public pour la première fois le salaire de son gouverneur. 1 902 280 francs, ou presque 10 cursus à l'ESSEC. Votre nomination sera un franc succès, ou plutôt un euro-succès devrais-je dire. 5,6 milliards, c'est la somme que vous versez cette année à l'État, et vous enregistrez, selon vos propres mots, le meilleur résultat de l'histoire de la banque. La principale source de vos revenus provient des obligations à terme, que vous gardez précieusement dans votre bilan. Comme quoi, le surendettement, tout dépend du côté où on se place. Et justement, l'endettement est votre principal cheval de bataille. Vous pensez qu'il faut diminuer la dette publique tout en conservant notre modèle social. Vous êtes favorable aux réformes entreprises par le gouvernement actuel et vous considérez qu'il faut flexibiliser le marché du travail pour abaisser le chômage structurel. Bref, il s'agit d'une part de pourchasser le vilain chômeur, assisté qui refuse tous les emplois qu'on lui propose, et d'autre part, de résoudre l'équation impossible. Plus de services publics avec moins de moyens. C'est un couplet que nous connaissons déjà tous, monsieur le gouverneur. Vos détracteurs diraient que vous êtes exactement là où on vous attend. Bonne famille, Polytechnique, ENA, Inspection des finances, BNP, Banque de France. Votre parcours semble tout tracé et votre ascension inéluctable. Tel un juré de l'ESSEC, cherchant à déstabiliser un candidat bien trop préparé et au profil trop lisse, une question me taraude, monsieur le gouverneur. Quel est votre rêve le plus fou ? Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent débat. Monsieur le gouverneur, merci d'avoir accepté notre invitation au mardi de l'ESSEC. Alors avant de commencer le débat, vous avez le droit, comme c'est la tradition au mardi de l'ESSEC, à un bref droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite de vous par Thomas. Bonsoir.
Je peux d'abord vous dire que je suis très heureux d'être là, même en réaction au portrait, je vais y venir. J'étais jamais venu à l'ESSEC. Je me suis demandé, quand vous citiez ce qui manquait au trio gagnant là, des études, si c'était l'ESSEC dans la formation. Mais néanmoins, j'ai été élevé dans le respect de votre école, parce qu'à une époque vénérable, mon père a fait l'ESSEC. Et alors ça, je peux vous dire que ça a bercé toute ma jeunesse, que l'ESSEC, c'était la plus grande école qui soit, donc j'y suis enfin grâce à vous. Alors après, sur le portrait, je me suis dit que j'avais bien fait de venir, quoi, et que j'ai une soirée pour vous expliquer ce que fait la Banque de France et ce qu'est une politique économique compatible avec le modèle social européen. Je ne vais pas tout dire tout de suite, parce que je pense que ça sera notre entretien. Peut-être juste 2-3 choses rapides. L'euro est notre monnaie. Alors en général, nous nous disons depuis 20 ans, 1er janvier 1999, parce que vous avez parlé du 31 décembre 2001, parce que l'euro et les parités sont fixes autour de l'euro depuis le 1er janvier 1999. Donc c'est la monnaie de l'économie, c'est devenu la monnaie des particuliers à travers les pièces et les billets 3 ans plus tard. Et on a fait le choix dès le début d'un système fédéral de banque centrale. Donc, il n'y a pas du tout de concurrence entre la Banque centrale européenne et la Bundesbank allemande ou la Banque de France. Il y a un système coopératif avec un centre puissant à Francfort, je suis tous les 15 jours pour le Conseil des gouverneurs, et puis une exécution décentralisée au plus près du terrain. C'est l'ensemble qui constitue l'eurosystème. Et je pense honnêtement, et je ne suis pas le seul à le dire, que c'est probablement l'institution européenne qui fonctionne le mieux à cause de cet équilibre entre le centre et la présence sur le terrain. Après, mon engagement avec les hommes et les femmes de la Banque de France aujourd'hui, c'est de faire fonctionner tout ça de la façon la plus efficace possible. J'aurais peut-être une réaction par rapport au pont aux ânes que vous avez dit en disant plus de services publics avec moins d'argent. Oui, évidemment, on peut faire ça. Ça s'appelle la productivité. C'est ce que fait n'importe quelle entreprise, et je ne vois pas pourquoi le service public n'arriverait pas à le faire. Et j'espère qu'aucun d'entre vous n'est enfermé dans cette vision en disant plus de services publics, c'est forcément plus d'argent et plus de ringardise, disons les choses très directement. La performance, l'innovation, la qualité des hommes et des femmes, le management, c'est aussi des notions qui s'appliquent au service public. C'est ça qui en fait le sens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé l'essentiel de ma vie. J'y ai passé les 20 premières années. Après, j'ai été faire un passage en entreprise. Et puis, j'ai choisi de revenir. Alors, un petit mot sur le retour, parce que vous en avez parlé aussi. C'était un peu inédit, c'est vrai, en France. Et il y a eu des questions à ce moment-là, et je trouve ça totalement logique. J'ai dû d'ailleurs passer devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ça, c'est un progrès de la procédure démocratique en France. C'est des hearings à l'américaine. Ça n'existe pas dans nombre d'autres pays européens, mais je trouve que c'était très bien. Moi, j'avais pris des engagements extrêmement clairs sur le fait que je rompais tout lien avec BNP Paribas. Il y a même des gens qui ont voulu me faire une statue en disant voilà un héros financier qui a renoncé à beaucoup de choses. C'est peut-être vrai, mais je trouvais ça totalement normal. Au passage, sur ma rémunération, elle est bien moindre aujourd'hui qu'elle n'était chez BNP Paribas, et c'est très bien comme ça. Mais surtout, je me suis engagé à servir en homme libre et en homme droit. Et ça, je l'ai dit publiquement. Je pense que depuis, personne... J'ai plein de limites, comme chacun d'entre nous, mais je pense que personne ne m'a pris en défaut par rapport à cet engagement de servir en homme libre et en homme droit. Et honnêtement, de temps en temps, le fait d'avoir des responsables publics qui connaissent le fonctionnement d'une banque quand il s'agit de réguler le système financier, je crois que c'est facteur de liberté aussi pour résister à des arguments plus ou moins fiables qu'on vous sert en face. Alors, à travers tout ça, puis je termine par là, ce que vous avez dit sur le modèle social européen, c'est pas très habituel, peut-être pour un banquier central d'en parler. Vous m'attendez plus sur la politique monétaire, l'orthodoxie, les excès de dette, et puis j'imagine qu'on va en parler. Mais au fond, qu'est-ce qui fait l'Europe? Alors, dans mon domaine, c'est l'euro qui fait l'Europe, et l'euro, c'est un magnifique succès. Mais je pense que l'histoire de l'Europe, si je reste dans le champ économique et social, il y a des tas d'aspects culturels, géographiques dont on parlera, mais l'histoire de l'Europe, c'est aussi d'avoir construit un modèle absolument unique d'équilibre entre la cohésion sociale et le succès économique. Ce que les Allemands appellent l'économie sociale de marché. Bon. Je ne rentre pas dans le détail de ça,
Mais je ne crois pas du tout que nous soyons condamnés à choisir entre voilà, la dureté sociale et le succès économique d'un côté, ou une espèce de cohésion acquise au détriment de l'échec économique. Je pense que c'est ça le défi de notre société, c'est de marier la compétitivité et la solidarité. Ce n'est pas du tout des mots. Il y a des sociétés autour de nous qui ont réussi. Et voilà, si la soirée de ce soir permet de casser quelques clichés là-dessus, j'en serai très heureux. Merci encore de m'accueillir. Merci Monsieur le Gouverneur. Donc ce débat sera structuré en 3 parties. Nous commencerons par des questions autour du rôle de la Banque de France, de votre rôle et de vos prérogatives. Une seconde partie abordera les problématiques de croissance ainsi que la gestion et l'impact de la politique monétaire en France et en Europe. Et enfin, nous clôturerons ce débat sur l'éventualité d'une prochaine crise financière majeure et sur l'avenir du système financier. Afin de détendre l'atmosphère, les parties 2 et 3 seront entrecoupées d'un intermède plus léger que l'on appelle le petit jeu des mardis, où nous vous poserons des questions plus informelles avec à chaque fois 3 choix. Alors, Monsieur le Gouverneur, je vous propose de commencer maintenant sur la première partie, à savoir le rôle de la Banque de France et de son gouverneur, c'est-à-dire vous. Alors, pour un rappel historique, la Banque de France a été créée en 1800 sous le Consulat et a été nationalisée par De Gaulle en 1946. Et aujourd'hui, en 2019, son rôle semble flou pour bien des Français. Donc ma question va être simple. À quoi sert la Banque de France aujourd'hui et comment une institution vieille de 219 ans peut encore être pertinente aujourd'hui? Je voulais une version sans fil, mais... Bon, d'abord, j'espère que le fait d'avoir 219 ans dans l'histoire de notre pays ne suffit pas à vous condamner en soi, parce que ce serait quand même une vue un peu primaire. Ça ne peut pas être la vue de l'ESSEC. Ensuite, c'est intéressant de repartir de Bonaparte. Nous avons été créés par Bonaparte et pas par Napoléon, et on tient à la différence. Le 18 Brumaire, c'est fin novembre 1799, et la Banque de France a été créée en janvier 1800. Vous voyez ça a fait partie de ses premières priorités. Bon. Et ça fait partie de la remise en ordre du pays après les 10 ans de la Révolution, période de grande conquête et de grands troubles. Et il confie au fond à la Banque de France, dès cette époque, 2 grandes missions qu'on a toujours aujourd'hui, même si évidemment les modalités d'exercice ont beaucoup changé. La première mission, c'est la confiance dans la monnaie. Et Bonaparte crée, je fais appel à vos notions à tous d'histoire économique, crée quelques années plus tard le franc germinal, 1803, qui durera jusqu'en 1914. Une des monnaies les plus stables de l'histoire, qui d'ailleurs tord un peu le coup à l'idée que la France n'a jamais su gérer des monnaies de qualité ou assurer la stabilité financière. Le franc germinal a duré plus d'1 siècle. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus le franc germinal, c'est l'euro. Ça, c'est le choix que nous avons fait. Et la Banque de France, nous avons fait, nous, Français, rappelez-vous le référendum de septembre 92. Et aujourd'hui, la Banque de France est garante, avec les 18 autres banques centrales de l'eurosystème, de la confiance dans l'euro. On y reviendra sans doute à propos de la politique monétaire. Je note juste, puisqu'on vient de marquer les 20 ans de l'euro, qu'il a tenu sa promesse de stabilité des prix. L'inflation, les 20 années précédant l'euro, c'était un peu plus de 5%. L'inflation, en moyenne, depuis 20 ans, c'est 1,7% par an, division par 3. Et dans cette mission de confiance dans la monnaie, il y a aussi une partie très visible. J'avais vu quelque part comme titre « Le gardien de la planche à billets ». J'accepte la planche à billets si c'est l'impression matérielle, parce que nous avons effectivement des usines de fabrication de billets à côté de Clermont-Ferrand. Ça, c'est la partie visible de la mission de confiance dans la monnaie. Évidemment, le plus important, c'est ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt, les opérations sur les marchés, etc. Donc cette mission-là, elle existe toujours. Elle se conduit évidemment dans l'unité européenne. C'est les décisions que prend le Conseil des gouverneurs. J'étais encore à Francfort la semaine dernière, mais ensuite l'exécution est décentralisée et ça marche très bien. Et puis il y a une deuxième grande mission que confie Bonaparte. Alors là, pardon, je vais simplifier un peu, je m'excuse par avance pour les spécialistes financiers parmi vous, ils sont nombreux. C'est de s'assurer que cette monnaie diffuse dans l'économie à travers le bon financement de ce qu'on appelle à l'époque le commerce et l'industrie, on dirait aujourd'hui la croissance et l'activité économique. Et ça, c'est les comptoirs de la Banque de France, les effets de commerce, enfin des choses qui ont totalement disparu depuis. Mais la transcription moderne du bon financement de l'économie, c'est la surveillance des banques et des assurances. Et donc ça, c'est une mission que nous assurons en coopération européenne sur les banques, et puis à titre national sur les assurances,
à travers une instance que vous connaissez sans doute pas, c'est l'ex-commission bancaire, mais ce qui s'appelle l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc, une grande mission de confiance dans la monnaie, l'euro, et une grande mission de bon financement de l'économie à travers notamment l'ACPR. Vous pouvez imaginer que cette mission de surveillance est évidemment très renforcée depuis la crise financière. Je rattache à cette mission de surveillance du bon financement de l'économie la prévention des maladies du financement. On a cité le surendettement tout à l'heure. C'est une mission qui est sur le terrain. Ce n'est pas la mission première de la Banque de France, mais c'est une mission importante pour prévenir les maladies du financement qui frappent pas mal de ménages encore, même si heureusement, le nombre de familles victimes du surendettement diminue. Voilà, donc c'est des fondamentaux dont on aime bien partir. Évidemment, le mode d'exercice aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'était celui de 1800, et je pense qu'on en parlera au fur et à mesure. Encore une fois, on peut parfaitement avoir 219 ans d'histoire et être totalement tourné vers le 21e siècle. Je pense que c'est même ça la force de la République. Mais du coup, en parlant de cet ancrage historique et de la confiance en la monnaie, on pense tout de suite aux réserves d'or de la France qui sont les 4e au monde, avec à peu près 2500 tonnes d'or présentes dans les coffres de la Banque de France. C'est l'objet de fantasmes pour beaucoup de souverainistes. Mais ça, j'imagine. Concrètement, quel est le rôle de cet or dans la gestion de la monnaie ? Bon, alors là, vous allez m'amener à être long sur l'histoire, mais je vais essayer de faire court. D'abord, est-ce qu'on peut avoir une règle du jeu? C'est que ce que je dis ce soir est off, sauf s'il y avait un journaliste qui voulait citer, mais si je veux être simple et rapide, parce que sinon je peux vous faire des phrases précadrées sur la politique monétaire, les réserves d'or, etc., mais autant qu'on se dise les choses assez directement. Je dis la même chose, mais avec des mots plus directs. Alors pour être très précis, le chiffre est public. Les réserves d'or de la France, c'est 2436 tonnes. Donc vous n'étiez pas très loin avec les 2500. Si vous voulez la contre-valeur en milliards, parce que vous en êtes les heureux propriétaires autant que moi, la contre-valeur, c'est 89 milliards d'euros au 31 décembre dernier, vu la valeur de l'or. Alors l'explication, elle est avant tout historique. C'est là que je vais faire court. C'est que quand les banques centrales apparaissent, on estime en général que la première banque centrale en Europe, quitte à vous surprendre, c'est la Banque de Suède vers 1660, puis la Banque d'Angleterre à la fin du XVIIe siècle, 1694, et la Banque de France en 1800. On pourra revenir pourquoi ce siècle de différence. C'est pour la création du billet de banque, et c'est remplacer les monnaies métalliques, l'or et l'argent, par le billet de banque qui est beaucoup plus simple à faire circuler, et qu'en plus vous pouvez imprimer dans des quantités beaucoup plus grandes. Ceux parmi vous qui sont spécialistes d'histoire des monnaies savent que sous l'Ancien Régime, la quantité de monnaie en circulation dans l'économie est une des limitations à la croissance. Alors bien sûr, les rois, les princes trichent en rognant petit à petit la quantité d'or et d'argent des pièces, c'est les dévaluations de l'Ancien Régime, mais ça avait quand même des gros défauts de ne fonctionner qu'avec des monnaies métalliques. Et la nouveauté du billet de banque et de la Banque centrale, c'est de dire, vous qui détenez de l'or et de l'argent, vous pouvez l'apporter à la Banque centrale et en échange recevoir un billet qui est une créance sur la Banque centrale, mais qui a la même valeur. Et pendant tout le début du XIXe siècle, le billet est convertible en or, c'est-à-dire que vous pouvez vous représenter en sens inverse à la Banque de France et demander la quantité équivalente d'or. Et puis petit à petit, le billet acquiert une confiance suffisante, il n'y a plus besoin de cette convertibilité, aujourd'hui elle n'existe plus. Donc l'or, à l'origine, est essentiel pour assurer la confiance. Objectivement, aujourd'hui, il n'est pas vital. C'est un placement comme un autre des réserves de la France. Nous avons aussi des réserves de change, placées essentiellement en dollars, mais dans d'autres monnaies étrangères. Nous détenons des titres en euros très importants. L'or, c'est un des actifs de la Banque de France. Ce n'est pas le seul, c'est même pas le plus important aujourd'hui. Et donc, on pourrait théoriquement le vendre. D'ailleurs, mon prédécesseur a vendu des petites quantités d'or. Alors, comme on est entre nous, si vous décidez de vendre de l'or, d'abord, vous alimentez immédiatement tous les fantasmes. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une rumeur, une fake news là, qui circule depuis quelques mois, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu, que la Banque de France envisagerait de vendre de l'or. La réponse est clairement non. J'en profite pour le dire. Mais tout ça parce qu'il y a eu un accord avec une banque pouvant faire des opérations sur l'or, mais qui ne concerne pas l'or de la Banque de France. C'est de l'or de partie tierce. Donc on pourrait le vendre, mais un, c'est ultra sensible et émotionnel. Et deux, vous risquez toujours d'avoir quelqu'un qui arrive, qui regarde le cours 2 ans plus tard et qui dit « Ah, si vous aviez attendu 2 ans, vous l'auriez vendu plus cher ».
C'est arrivé, la Cour des comptes a fait un rapport comme ça sur les quelques ventes d'or qu'il y avait eu dans la première décennie. Bon, honnêtement, c'est toujours plus facile de savoir après quel a été le bon moment pour vendre, mais en attendant, on garde cet or, il s'est plutôt apprécié sur la période récente, et il a une raison historique, mais aujourd'hui, c'est un placement comme un autre. Merci, monsieur le gouverneur. Si j'ai le droit d'ajouter une phrase à travers cette histoire de l'or et du billet de banque, vous voyez qu'il y a une leçon centrale et qui reste d'une actualité totale, elle était vraie au XVIIIe siècle comme aujourd'hui, c'est la confiance. Ce qui fait la valeur d'une monnaie, ce n'est pas son collatéral financier, c'est la confiance qu'elle inspire entre les parties qui l'échangent. Et aujourd'hui, dans la confiance qu'il y a envers l'euro, il y a derrière ça cet eurosystème de banque centrale et l'engagement de stabilité des prix, c'est-à-dire que la monnaie gardera sa valeur à travers une inflation proche de 2%. C'est ça l'encre du système, et ça assure une crédibilité beaucoup plus forte qu'un stock d'or aujourd'hui. Merci, monsieur le gouverneur. Ça a été rappelé lors de la présentation. Vous êtes fort de nombreuses expériences de direction dans le privé avant de basculer dans le public. Et j'aimerais vous poser une question plus personnelle. Vous avez une vision de la Banque de France comme une institution pleinement ancrée dans le XXIe siècle, finalement presque comme une entreprise. Et est-ce que diriger une institution d'utilité publique comme la Banque de France, c'est comme diriger un grand groupe comme la BNP, par exemple? Non, et je vais réagir assez fortement sur parce que ancré dans le XXIe siècle, c'est comme une entreprise. Alors ça, pardon, c'est une vue totalement primaire. J'espère qu'il n'y a pas d'antagonisme entre le monde public et la modernité, sinon je change de métier. Moi, je vais vous dire les choses très directement. Moi, je ne suis pas du tout né en entreprise. Je suis né dans le service public. Et j'ai passé les 20 premières années de ma vie dans le service public, très engagé à l'Europe, donc je me considère comme un fonctionnaire d'origine. Ensuite, j'ai été passé 10 ans en entreprise, parce que je ne vois pas de guerre de religion. Ce n'est pas deux mondes opposés, c'est deux façons de servir notre pays et la force de son économie. Il faut un service public fort et moderne, et il faut des entreprises lancées dans la compétition. Mais de grâce qu'on arrête d'opposer les deux, en disant il y aura une espèce de service public lourd et ringard d'un côté, ou en tout cas condamné à l'être, et puis des entreprises qui seraient le parangon de la modernité. On a besoin des deux, les deux ont leurs avantages et les deux ont leurs limites, on y reviendra peut-être. J'ai beaucoup aimé entre entreprises, mais il y a de temps en temps un petit sujet de finalité, et puis les entreprises elles-mêmes ne sont pas parfaites, elles ont leur lourdeur, leur bureaucratie, ça existe aussi, et sans doute pas seulement chez BNP Paribas. Bon. Donc, si je sers à quelque chose ce soir, c'est quand même à dépasser ce que je sens un peu comme une vue là, assez, j'ai dit primaire, pardon, je vais sophistiquer, mais une vue un peu rapide, disons. Bon. Et donc, si je suis revenu dans le service public, c'est parce que j'y crois. Encore une fois, ce n'était pas par confort personnel ou financier, mais c'est parce que j'y crois. Et je pense qu'avoir des institutions, notamment financières, de régulation de la finance, de confiance dans la monnaie qui soient les plus efficaces possibles, c'est un élément positif pour l'économie française et c'est un élément d'influence de la France en Europe. Voilà, c'est ça mon combat. Et on peut parfaitement moderniser une institution publique. C'est vrai que j'utilise un certain nombre de choses que j'ai appris en entreprise, mais j'utilise aussi des choses que j'avais appris côté service public. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Vous avez mentionné plus tôt l'un des rôles les plus importants de la Banque de France, qui est celui de maintenir la stabilité de l'économie, notamment, même si c'est secondaire parmi toutes les prérogatives de la Banque de France, le surendettement. En somme, vous êtes un observateur, un régulateur de l'économie, et vous devez détecter d'éventuelles menaces qui pourraient porter atteinte au système. Parmi ces menaces, on compte actuellement le surendettement du privé, qui atteint 133% du PIB au troisième trimestre 2018, ce qui est plus que la zone euro, qui plafonne à 118%. On observe que cet endettement est directement corrélé à la politique extrêmement accommodante de la Banque centrale européenne. Quelles mesures donc la Banque de France pourrait-elle mettre en place ? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. J'en profite pour commenter les photos parce que je les redécouvre avec vous. Alors là, vous avez été exhumé une photo assez ancienne. C'est sans doute pas la meilleure de moi, mais ça, c'est pas le sujet. À l'époque, vous en apercevez tout de suite, Emmanuel Macron est ministre de l'économie avec Michel Sapin, ministre des Finances. Et ça doit être un moment où je remets mon rapport en 2015 sur le financement de l'économie, ce qui va amener à votre question. Je crois qu'il faut un peu distinguer ce qu'on a dit sur le surendettement et puis ce qu'on a dit sur l'évolution globale de l'endettement dans l'économie française. Quand on parle en général du surendettement, c'est le surendettement de certaines familles
qui n'arrivent pas à faire face à leurs échéances de dette ou d'ailleurs leurs échéances de loyer, leurs factures EDF, etc. Et ça, malheureusement, c'est une réalité sociale très douloureuse qui n'a pas beaucoup de rapport avec la politique monétaire ou financière, mais que nous traitons, je crois, plutôt bien. Et dans les succursales de la Banque de France, certains d'entre vous ont peut-être dans leurs proches, leurs familles, des gens qui sont dans cette situation assez douloureuse. J'ai une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que le nombre de dossiers de surendettement, depuis 2014, diminue, enfin, et que depuis 2014, donc en 5 ans, on a une baisse, enfin 4 ans même, si je m'arrête à fin 2018, on a une baisse d'environ 30% du nombre de dossiers. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, due à l'action du législateur, notamment une loi Lagarde, du nom de Christine Lagarde, quand elle était ministre des Finances, qui a beaucoup mieux encadré ce qu'on appelle le crédit renouvelable. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ou le crédit revolving, ou le... Encore une fois, peut-être certains de vos proches ont été dans cette situation. Là, on est vraiment sur une mission aux côtés des familles les plus modestes qui est totalement indispensable, qui n'a pas un rapport très direct avec la macroéconomie, mais qu'on nous a confié et qu'on essaie d'assurer le mieux possible en faisant là aussi des gains de productivité très sensibles. Alors l'autre question que vous posez, elle est au cœur de la mission, elle est très macro, c'est le niveau d'endettement en France des acteurs privés, on reviendra peut-être sur la dette publique tout à l'heure, mais c'est les ménages et les entreprises. De ce point de vue-là, si je reviens à la crise financière de 2007, il y a eu une évolution très contrastée entre la France et les autres pays européens, et même les pays avancés. Oui, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est très sérieux, hein, les mardis de l'ESSEC. Et si vous aviez même prolongé la courbe, là on s'arrête à mars 2017, mais les derniers chiffres qu'on a, ils sont à septembre 2018, on est même passé devant l'Espagne. Donc ça, votre tableau, c'est pour les ménages, j'imagine, et si on voyait le tableau pour les... Ah non, c'est ménages et entreprises. Hein? Alors, on était inférieur à la moyenne de la zone euro au moment de la crise, on est maintenant non seulement supérieur à la moyenne de la zone euro, mais supérieur à tous les grands pays de la zone euro. Alors par rapport à ça, il y a en partie une bonne nouvelle, hein, c'est que le système bancaire français a fait son travail, il a plutôt mieux résisté à la crise que les systèmes bancaires espagnols, italiens et même allemands, et donc les crédits ne s'est pas arrêté. Par ailleurs, l'investissement a plutôt mieux résisté en France que dans les autres pays européens, et donc les crédits à l'équipement ont augmenté plus vite. Ça, c'est les bonnes explications. Dans les moins bonnes, il est probable que le financement de l'économie française, nous avons collectivement une préférence pour la dette assez forte par rapport au financement par les fonds propres, notamment du côté des entreprises. Alors, on ne va pas revenir à l'encadrement du crédit qui existait il y a quelques décennies, consiste à dire chaque banque a le droit de faire tel volume de crédit, puis on serre la vis quand il y en a trop. Ça, je crois que c'est des méthodes de grand-papa. Par contre, la mesure que nous avons prise, alors je n'essaie de ne pas rentrer trop dans le détail technique, mais c'est d'appliquer en 2 fois, en juin l'année dernière, et puis vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, ce qu'on appelle le coussin contracyclique, pardon de ce terme barbare. Ce n'est pas un coussin au sens confortable du terme, c'est des réserves que nous imposons aux banques pour constituer des provisions de capital supplémentaires pour faire face à un retournement du cycle. C'est quoi le principal risque quand vous avez des crédits qui vont très vite ? C'est que le jour où le cycle se retourne, les encours de crédit qui sont au bilan des banques se dégradent en qualité parce que les risques se matérialisent. Du coup, les banques ont des besoins en capital très importants à ce moment-là. Et si elles n'ont pas constitué de provisions en capital, elles risquent d'arbitrer par rapport à leur seule marge de manœuvre, c'est-à-dire les crédits nouveaux qu'elles accordent. C'est ça qu'on appelle le cycle du crédit. Il monte vite quand tout va bien. Au moment où il y a un retournement de tendance, les risques associés se matérialisent. Et pour faire face à leurs besoins de capital, les banques ne peuvent pas se débarrasser de leurs encours passés, mais elles arrêtent ou elles restreignent beaucoup leurs crédits futurs. C'est ça le sens du coussin contracyclique, c'est de dire on vous oblige à constituer des provisions en capital quand ça monte vite et qu'on relâchera le jour où vous aurez besoin de ce capital supplémentaire pour assurer, lisser, si vous voulez, dans la durée, le cycle du crédit. Voilà, ça je crois que c'est la forme moderne plutôt que l'encadrement du crédit passé. Monsieur le gouverneur, ces ratios montrent, comme vous l'avez dit, que les banques ont joué leur rôle dans le financement de l'économie, mais peut-être qu'elles l'ont fait un peu trop. On voit les ratios de levier dans toutes les entreprises françaises atteindre des niveaux équivalents à ceux d'avant la crise.
Et finalement, vous êtes obligé, comme vous l'avez dit, d'instaurer des mesures, donc le coussin contracyclique, pour essayer de limiter le risque lié au surendettement, qui est finalement directement corrélé Encore une fois, quand on parle de surendettement, pardon de vous corriger là-dessus, mais comme ça fait plusieurs fois qu'on a cette confusion, le surendettement, c'est un terme très particulier qui concerne entre 150 000 et 200 000 familles chaque année en France. C'est une situation très différente. Je ne dirais pas du tout qu'il y a surendettement global aujourd'hui de l'économie française. Hein. Il y a une évolution des crédits qui est trop rapide, ce qui est différent. Je ne me prononce pas sur le niveau. Hein. Quelle différence faites-vous entre l'évolution et les niveaux de dette? Parce qu'on voit très bien que les niveaux de dette, les ratios de levier sont très importants et sont, comme je vous l'ai dit, équivalents à ceux d'avant la crise. Et ça, c'est directement corrélé à la politique extrêmement accommodante de M. Draghi, que vous avez soutenu au début de votre mandat. Finalement, est-ce qu'on ne va pas finir par essuyer les plâtres d'une politique trop accommodante ? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. C'est maintenant qu'on parle de la politique monétaire ou pas? Parce que on vient quand vous voulez. On va y venir. Ah oui, mais si vous l'attaquez maintenant, je suis obligé de répondre maintenant. Donc, ça fera une belle transition pour la partie 2. Alors, un tout petit mot sur la politique monétaire. Elle est indexée par rapport à un objectif qu'on n'a pas choisi. C'est les citoyens qui nous l'ont donné, c'est la stabilité des prix. C'est ça le mandat de l'eurosystème au terme du traité de Maastricht, hein, qui a été approuvé par tous les parlements et en France par référendum. Et la définition de la stabilité des prix, c'est une inflation proche de, mais inférieure à 2%. Elle ne date pas de moi, elle ne date pas de Mario Draghi, elle date de Jean-Claude Trichet quand il était président de la BCE, et d'un Allemand, ce qu'il faut rappeler, qui était le chief économiste de la BCE en 2003, qui s'appelait Otmar Hissing. Voilà, photo de Jean-Claude Trichet. C'est par rapport à ça, tant qu'on n'est pas à cette cible d'inflation, qu'il faut mener une politique monétaire accommodante, y compris avec des taux bas. On reviendra sur les détails tout à l'heure. Hein. Alors on dit, et objectivement cette politique est efficace, c'est-à-dire qu'on s'est éloigné du danger de déflation et on s'est rapproché de la cible à 2%. Pour l'instant, je m'arrête là sur la politique monétaire. Alors après, les banques françaises disent, j'ai lu ça, hein, il y a des injonctions contradictoires, parce que d'un côté, vous nous mettez des taux bas qui favorisent les financements, et puis de l'autre, vous nous mettez un coussin contracyclique pour que ça aille pas trop vite. Alors là, j'ai eu l'occasion de dire ça aux banques françaises, j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, et je le redis ce soir, il y a mal donne. Il y a mal donne parce que les taux bas, ils valent dans toute l'Europe. Or, on a vu votre graphique tout à l'heure, l'évolution de la dette, elle est assez différente en France par rapport aux autres pays. Donc si on dit que c'est à cause des taux d'intérêt, pourquoi est-ce qu'on n'observe pas dans les autres pays? Et vous avez vu tout à l'heure que dans les causes que j'ai données pour la France, je n'ai pas cité les taux d'intérêt bas. Globalement, si je regarde l'évolution de la dette privée dans la moyenne de la zone euro, elle a au contraire reculé. Hein, il se trouve qu'on voyait ça sur les autres pays, mais si on avait mis sur votre graphique la moyenne de la zone euro, il y a bien désendettement, en tout cas en proportion du PIB. Donc la politique monétaire est parfaitement compatible avec une dette privée qui reste stable ou qui recule. Nous avons une exception française et on la traite par une mesure spécifique française. Voilà, ça je reste sur le macro. Alors il y a un point d'attention qui était, je pense, présent dans votre question, c'est ce qu'on appelle les ratios de levier. Alors pour les non-spécialistes, ce qu'on appelle la dette leveragée ou la dette à fort effet de levier, c'est notamment pour des crédits d'acquisition, mais ça peut être pour des financements d'entreprise. C'est le rapport entre le résultat de l'entreprise, mesuré en général par l'EBITDA, et la dette elle-même devient extrêmement élevée. Il y a beaucoup de définitions du levier, mais prenons dette sur EBITDA. Et c'est vrai qu'on retrouve dans certains cas des niveaux qu'on a vus avant la crise, de 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un sujet qu'il faut surveiller d'extrêmement près. D'extrêmement près. Hein. Alors, c'est une proportion minoritaire et significativement minoritaire de la dette des entreprises telle qu'on la voit. Hein. Il ne faut pas croire que l'effet de levier a explosé partout. Il y a toute une partie de cette dette qui est du bon vieux financement de crédit d'équipement et qui n'a pas des ratios de levier élevés. Mais la dette à effet de levier, notamment aux États-Unis, est une des choses à surveiller de plus près. On reviendra tout à l'heure sur les risques de crise financière. Il y a deux choses que je ne vous dirai jamais. Je pense qu'aucun banquier central ne vous dira jamais. La première, c'est vous pouvez dormir tranquille, les risques de crise financière sont écartés. Si jamais je vous dis ça un jour, il est urgent de me remplacer. Je suis payé pour être vigilant en permanence. Et la deuxième chose que je ne vous dirai pas, c'est,
et nous savons que c'est à partir de tel type d'instruments financiers ou de telle catégorie d'acteurs que la crise se produira. Il y a toujours une incertitude en la matière. Donc il y a un certain nombre de fronts à surveiller. Le front de la dette à effet de levier, notamment aux États-Unis, soyons clairs, parce que c'est là que les encours se développent le plus vite, est aujourd'hui un front à surveiller, clairement. Merci Monsieur le Gouverneur. Donc merci pour cette transition. Il est temps de passer à la deuxième partie de ce débat, puisque nous allons parler politique monétaire et croissance. Ça, c'est le moment que vous attendez tous, la politique monétaire. En parlant croissance, celle de la France est faible, 1,5%, comme dans l'ensemble de l'Union européenne, avec une inflation de l'ordre de 1,2% en janvier 2019. L'Allemagne a même frôlé la récession et se fera doubler par la France pour la première fois, alors que les États-Unis paraissent être en grande forme. Il y a une croissance de 3,1% et une certaine stabilité. Comment expliquez-vous donc la mauvaise année 2018 en Europe, et est-ce que la politique monétaire y est pour quelque chose ? Ah ben, faudrait savoir, parce que la politique monétaire, tout à l'heure, était responsable de trop de crédit, etc. Puis maintenant, elle serait responsable de pas assez de croissance. Là, la pauvre, vous lui faites porter beaucoup d'accusations. Mais la question sérieuse qui est derrière ça, c'est pourquoi ça a ralenti en Europe et un peu plus globalement dans le monde. Mais c'est vrai en Europe plus qu'ailleurs. Bon, je vais d'abord mettre de côté les États-Unis, parce que les États-Unis sont la seule économie qui n'a pas ralenti significativement en 2018. Voilà. Alors, comptez pas sur moi pour faire l'éloge de la politique de M. Trump. Je pense qu'il a une forte part de responsabilité dans le ralentissement mondial, notamment à travers l'incertitude qu'il a introduite par la menace protectionniste. Et ça, c'est un des rares sujets sur lesquels tous les économistes sont d'accord, c'est que le protectionnisme, et même la menace protectionniste, c'est un ennemi très clair de la croissance. Au passage, c'est un ennemi aussi clair de la cohésion sociale, c'est-à-dire que le protectionnisme toujours et partout, ça pénalise les consommateurs les plus pauvres des pays riches et les producteurs des pays pauvres. C'est visiblement pas le souci de M. Trump, mais c'est ça l'effet. Donc dans le ralentissement de 2018, c'est la première explication, la montée de l'incertitude sur le commerce mondial, le ralentissement de l'Asie et notamment de la Chine, et vous avez parlé de l'Allemagne, c'est sans doute l'explication principale, il y a eu d'autres explications avancées, mais l'explication principale au ralentissement allemand très spectaculaire de la deuxième moitié de 2018. Ça explique aussi en symétrique pourquoi la France ralentit moins, parce que la France est moins exposée aux exportations en dehors d'Europe, et en particulier aux exportations vers l'Asie, et en particulier aux exportations de biens d'équipement. Or, ce que je viens de citer, l'Asie et les biens d'équipement, c'est ça qui souffre le plus de l'incertitude protectionniste. Pourquoi ça ne frappe pas les États-Unis eux-mêmes qui sont à l'origine de cette incertitude? Parce que parallèlement, l'administration Trump applique une politique de relance budgétaire extrêmement forte. C'est le programme de baisse d'impôts qui a été approuvé à la fin 2017. Et toujours et partout, la relance budgétaire, ça marche à court terme. Ça marche à court terme, mais toujours et partout aussi, ça creuse le déficit commercial. On apprend tout ça dans le manuel keynésien de base. Or, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire, M. Trump est très préoccupé du déficit commercial américain. Il espère le traiter avec le protectionnisme. Je pense que c'est extrêmement peu efficace. Mais comme il creuse le déficit budgétaire, il creuse dans le même temps le déficit commercial américain. Vous avez vu qu'en 2018, il a atteint son plus haut niveau de la période récente. Mais à court terme, les États-Unis, au prix d'une très forte dette publique, de déficit très élevé, entre 4 et 5% du PIB, nous sommes à 2,5% l'année dernière, les États-Unis sont épargnés par le ralentissement, même s'ils en sont en partie la cause. Alors, il faut être honnête, ça n'est pas la seule cause. Et dans le ralentissement européen, il y a des facteurs propres à l'Europe, je vais en citer deux, propre à l'Europe au sens zone euro. Il y a les difficultés de l'économie italienne. Et ça, malheureusement, il n'y a pas d'interrogation là-dessus, ça n'est pas temporaire. L'Italie a depuis trop longtemps une croissance qui était trop faible, autour de 1% par an, et notamment avec la très forte incertitude qu'a induite le nouveau gouvernement italien, et pas seulement M. Conte, le 1% est devenu zéro. Voilà, l'économie italienne est aujourd'hui à 0% de croissance. Comme l'Italie pèse 17-18% de la zone euro, là, on a un frein assez fort.
Du côté de l'Allemagne, j'ai parlé du ralentissement qu'on espère temporaire tenant au commerce mondial, mais il y a eu des facteurs spécifiques à l'Allemagne qui ont joué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du test des moteurs diesel. Le test des moteurs diesel a changé et l'industrie automobile allemande a eu beaucoup de mal à s'habituer à ça au 3e et 4e trimestre 2018. Et puis, il y a eu le bas niveau du Rhin, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, effet du changement climatique. Mais le Rhin s'est retrouvé extrêmement bas à l'été et à l'automne 2018. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour les péniches et l'industrie chimique. Vous voyez, la macroéconomie, souvent, c'est l'addition de choses très microéconomiques. Mais essayez d'imaginer au Conseil des gouverneurs dont nous avons parlé, on est 25 autour de la table. Il y a les 19 membres, les 19 gouverneurs des banques centrales nationales, et puis il y a 6 membres du directoire de la BCE, dont Mario Draghi, le président. Et essayez d'imaginer le gouverneur de la Bundesbank allemande expliquant à 24 collègues légèrement goguenards, le voilà, expliquant à 24 collègues légèrement goguenards les difficultés des tests diesel. Lui-même n'est pas un spécialiste de la question, c'est d'ailleurs pas pour ça qu'il a été recruté. Nous, on n'est pas des spécialistes non plus, donc je ne vous expliquerai pas en détail, mais, et puis c'est pas bien d'avoir été goguenard, parce que du coup, je n'ai pas assez bien écouté, mais ça a joué incontestablement un rôle. Dernière raison pour laquelle la France résiste mieux, parce qu'on a fait un 6 l'an dernier, on espère faire un 4 cette année, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui beaucoup de pouvoir d'achat dans l'économie française. Il y a les mesures gilets jaunes, mais pas seulement, et on y reviendra sans doute. Donc, le résultat de l'histoire, c'est qu'au moins en 2019, savourons cette consolation relative, la croissance française devrait être 2 fois supérieure à la croissance allemande. On espère qu'au deuxième moitié 2019 et sur 2020, l'économie allemande et l'économie européenne rebondissent. C'est ça notre scénario pour l'instant. Merci, monsieur le gouverneur. Il semblerait que vous imputiez le bon résultat de l'économie américaine à la politique budgétaire presque laxiste de M. Trump, avec de très fortes baisses d'impôts. Et à contrario, qu'opposez-vous comme argument à ceux qui vous disent il faut récupérer la souveraineté monétaire en France, il faut utiliser le levier monétaire comme avant pour dévaluer sa monnaie, booster ses exportations, qu'on retrouve finalement encore aujourd'hui chez les souverainistes. Quels arguments opposez-vous à ceux qui vous disent l'euro nous a plus causé de tort qu'il nous a fait du bien? Plusieurs choses. Alors, je pourrais d'abord dire que le bon sens de l'opinion est fort en la matière. On mesure tous les semestres le soutien des citoyens français et européens à l'euro. Il n'a jamais été aussi haut. 72% des Français, 75% des Européens. Et comme vous le savez, entre nous, ce n'est pas seulement des sondages, ça joue un rôle dans les votes. Ça a joué un rôle dans l'élection de 2017. Ça a joué un rôle dans l'élection italienne. Le succès de Cinque Stelle et de la Lega est aussi dû au fait qu'ils ont changé leur position sur l'euro. Ils étaient opposants avant, ils ont dit dans la campagne qu'ils voulaient rester dans l'euro. Ils ont été très clairs depuis. Donc l'attachement des citoyens français et européens à l'euro, c'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de très profond. Et ça s'ancre dans au moins 2 acquis de l'euro. J'ai parlé des prix plus bas, 1,7% en moyenne. Si on sortait de l'euro, on se retrouve, alors très probablement avec une monnaie qui dévalue brutalement. Ça, c'est la part qu'on ne dit jamais, mais c'est la seule raison pour sortir de l'euro. C'est de dévaluer brutalement. Ça veut dire une inflation des prix importés qui augmente, et ça veut dire un pouvoir d'achat qui se dégrade. Et ça peut être assez sensible. On avait fait des calculs autour de 2 000 € par Français et par an. Et puis la deuxième chose qu'on perd, et c'est probablement le point le plus visible à court terme, c'est que dans les gains de l'euro, il y a eu la diminution des coûts de financement de l'économie. C'est vrai pour nous tous comme contribuables quand l'État emprunte, mais c'est vrai pour les ménages sur leur crédit immobilier, c'est vrai pour les entreprises sur leur crédit d'investissement. Alors je vais vous donner une mesure de ça qui est une mesure assez simple, de l'effet euro sur les coûts de financement, et qui permet de raisonner toutes choses égales par ailleurs, parce que l'évolution des taux d'intérêt, elle ne dépend pas que de l'euro. Il y a des mouvements mondiaux et il y a eu une tendance mondiale à la baisse des taux d'intérêt. Mais par contre, ce qui isole l'effet de l'euro, c'est le différentiel de taux entre la France et l'Allemagne. Et regardons les taux à 10 ans sur l'État allemand d'un côté, le Bund, et l'État français de l'autre, l'OAT, l'obligation assimilable du Trésor. La différence
entre ces deux taux à 10 ans sur la période avant Maastricht, c'est-à-dire la période 86-92, était de 1,9% en moyenne sur cette période. La différence aujourd'hui, vous pouvez regarder, elle est de l'ordre de 0,4. Hein. Donc nous avons gagné, grâce à l'euro, une baisse des taux de financement de 1,5% par an. Si je me limite à appliquer cette quantité à la dette publique, on parlait de la dette privée tout à l'heure, mais je vais rester à la dette publique. La dette publique, elle est malheureusement très élevée, vous le savez, on est de l'ordre de 2000 milliards d'euros, oui, même un peu plus. Moi, j'admire votre réservoir de slides parce que je peux vous l'avouer, ça fait une demi-heure que j'essaye de parler de trucs qui ne soient pas dans vos slides et à chaque fois, il y a le slide qui arrive. Mais je vais peut-être quand même arriver à trouver mon thème. Donc 2000 milliards d'euros, ça vous ne l'avez pas. Bon, enfin, c'est la traduction de 99% du PIB, c'est même un peu plus. Hein. Si vous regardez la charge de la dette là-dessus, alors le temps de la refinancer, hein, parce que la dette, elle est à durée moyenne de 7 ans, mais à terme, la perte de ces 1,5% que nous avons gagné avec l'euro, ça voudrait dire 35 milliards d'euros de charges d'intérêt supplémentaires chaque année. 35 milliards d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus que le budget de la défense chaque année. Donc, et là, je me suis limité à l'aspect public. Mais la sortie de l'euro, c'est pour ça que les Français n'en veulent pas, ça serait un jeu extrêmement dangereux et surtout extrêmement négatif pour l'économie française, sur l'inflation, sur la croissance et sur les conditions de financement. Merci, monsieur le gouverneur. Vous avez évoqué tout à l'heure... Pardon, j'aurais dû réagir sur le début de votre question. Quand vous dites « mais on a perdu l'arme monétaire », c'est pas vrai du tout. L'arme monétaire, on l'utilise extrêmement activement. Quand on prend des décisions de taux d'intérêt à Francfort, c'est une façon d'utiliser l'arme monétaire. Et croyez-moi, je pense que la voix de la France ou celle d'autres pays est bien davantage entendue que dans la situation avant l'euro, où à l'intérieur du système monétaire européen, on devait quand même suivre plus ou moins les décisions allemandes. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure du déficit public, qu'on l'a appris aujourd'hui, est à son niveau le plus bas depuis 2006, 2,5%. Et nous avons reçu la semaine dernière M. Gérald Darmanin, et nous l'avons interrogé sur l'évolution du déficit public qui est estimé à plus de 3% par la Cour des comptes, un chiffre qu'il a contesté. Du coup, devons-nous aller vers une politique toujours plus accommodante au risque de ne pas respecter les critères de convergence de Maastricht ? Alors si Gérald Darmanin est passé avant moi, ce que je savais, je pense qu'on va voir arriver une de ses photos, non ? Alors pas sûr du coup. Là, je suis obligé de dire que votre base est quand même pas très bien faite. Hein. Donc parlons donc longuement de Gérald Darmanin. Ça y est, on a trouvé un thème sans photo. Non mais s'il est passé juste avant moi, je vais... Qui suis-je pour oser parler de finances publiques ? Non, je vous promets, c'est pas lui. Non, il est encore plus souriant que ce gouverneur imposant. De temps en temps, il faut avoir l'air sérieux dans le métier. Mais bon, d'abord, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais les déficits publics en 2018, c'est 2,5%. Il se trouve que le chiffre a été publié, je crois, ce matin ou hier par l'INSEE. C'est pas très brillant entre nous, hein. Je ne dis pas du tout que ça soit suffisant. Et en 2019, ça va remonter au-dessus de 3, c'est peut-être ça que dit la Cour des comptes, probablement à 3,2. Alors je vous épargne les détails techniques, Gérald Darmanin a sans doute dit, il se trouve qu'en 2019, il y a un double compte pour 0,9 parce que c'est la dernière année du CICE et la première année des baisses de charges, donc on compte 2 fois ça. Bon. Donc comptez que si vous enlevez le 0,9, la réalité économique est sans doute à 2,3, quoi. Quelque part entre 2 et 2,5. Bon, honnêtement, ça ne suffit pas. Hein, et je pense qu'au niveau de dette publique qu'on voyait dans le slide précédent, on est à 99%, on aurait vraiment intérêt à amorcer la décrue de la dette publique. Il n'y a aucune fatalité. Hein, des pays y sont arrivés, l'Allemagne bien sûr, mais aussi les Pays-Bas, l'Autriche, des pays nordiques comme la Suède. La Suède ne passe pas pour être un État hyper libéral. Donc on revient à ce qu'on disait au début, le service public, ça peut être efficace. Moi, j'y crois à fond. Je vous promets qu'à la Banque de France, aujourd'hui, on rend plus de services avec moins d'agents. Voilà, mais parce qu'on s'est organisé pour ça, il n'y a aucune fatalité. Hein. Donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et si je peux émettre un souhait par rapport à cette perspective de d'abord stabiliser la dette publique puis arriver à la faire reculer, je vais émettre un souhait sur notre débat national. Notre débat national a un génie sur les finances publiques, c'est la fiscalité. On adore ça. Enfin, faut être honnête, on adore ça chez les autres en général. C'est-à-dire, regardez le grand débat, tout le monde a plein d'idées sur les impôts que devraient payer les autres.
et c'est probablement le cas d'ailleurs pour chacun de nous si on était complètement honnête avec nous-mêmes, concernant nous, on a des idées de baisse d'impôts, concernant nos voisins, on a des idées de hausse d'impôts. Le problème, c'est que ça ne boucle pas, évidemment, quand vous additionnez ça dans une démocratie. Donc moi, je me permets d'inviter à une certaine prudence sur la créativité fiscale. L'impôt ne règle jamais sans douleur les problèmes de finances publiques. L'impôt est tout à fait nécessaire, mais c'est jamais très agréable, et il n'y a pas d'impôt qui permette, sans aucun effet économique, sans aucun effet politique négatif, de régler notre problème de dette. Donc, si on est cohérent, qu'on veut moins de déficit, moins de dette, moins d'impôts, eh bien, tôt ou tard, il faut moins de dépenses. Et moins de dépenses, ça veut dire, à mes yeux, la stabilisation des dépenses publiques en volume. Ce n'est pas l'austérité, je ne parle pas du recul, c'est qu'il faut que les dépenses publiques évoluent comme l'inflation, globalement. On n'y est pas tout à fait. Je vous cite ces chiffres, ils ne sont jamais cités, mais ils sont assez importants. Si je raisonne hors inflation, les dépenses publiques croissaient de 2% par an dans la première décennie, 2000-2010. Beaucoup trop. D'ailleurs, vous le retrouvez un peu là. Sur 2010, 2016, 2011, 2016, on est passé à 1%, première rupture. Et aujourd'hui, on est autour de 0,5. Bon, mais on n'est même pas encore, quand on parle d'austérité dans notre pays, c'est pas sérieux. Il n'y a pas de recul, même en euros constants, de la dépense publique dans ce pays. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais honnêtement, c'est ça le débat clé, et d'autres pays sont arrivés à le faire. Vous me permettez encore un commentaire à propos de ce slide, et il est pour votre génération. Parce que je crois qu'on est tous extrêmement sensibles au développement durable et à la solidarité intergénérationnelle. Cette dette publique, c'est la charge que nous vous léguons, nous, la génération d'avant, ou celle d'encore avant, celle de mes parents, eh ben, on n'en est pas très fiers. Je vais le dire de façon, si vous voulez bien, très imagée et très incarnée. Quand j'avais 20 ans, c'était il y a extrêmement longtemps, mais je vais vous dire 1980, moi, je partais dans la vie avec un sac à dos qui pesait 20% du PIB. C'était ça, la dette publique que les générations précédentes m'avaient léguée. Vous partez dans la vie avec un sac à dos qui pèse 5 fois plus lourd. Donc ça, c'est quand même un sujet extrêmement prioritaire de solidarité intergénérationnelle. Et donc ce débat des finances publiques et de la meilleure utilisation des dépenses publiques et de la meilleure efficacité des services publics, je crois que ça doit aussi être le vôtre. Sur une note un petit peu plus légère, nous allons passer au petit jeu des mardis. Alors le principe est simple, nous allons vous poser des questions avec à chaque fois 3 réponses. Et sans langue de bois, vous nous direz quelle réponse vous préférez et pourquoi. Première question. Alors, première question. Si vous ne deviez garder qu'un seul livre d'économie sur votre table de chevet, ce serait ? La richesse des nations d'Adam Smith, ouvrage fondateur qui pose les bases du libéralisme et qui défend les bienfaits de la libre entreprise. La théorie générale de Keynes, car François Hollande, qui vous a nommé en 2015, rappelons-le, semblait avoir bien compris que la dépense publique pouvait aider à soutenir la croissance, et d'ailleurs sûrement un peu trop. Ou enfin le Capital de Marx, parce que finalement vous êtes repenti et vous souhaitez dénoncer les pratiques assassines des ultralibéraux de la BNP. On peut arrêter les bêtises sur les ultralibéraux de la BNP. On est allé sec. Non mais attendez, je parle aux futures élites du pays. J'espère qu'il n'y a pas un de vous qui pense ça. Sérieusement. Parce que la plupart d'entre vous vont aller travailler en entreprise, ils ne sont pas des ultralibéraux. Ou il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui m'a échappé ou pas? C'était pour faire écho à la présentation, monsieur. Oui, mais je crois que là-dessus, je n'étais pas d'accord avec la présentation. Mais c'est quand même assez grave. Je veux dire, vous allez avoir des responsabilités centrales dans le pays. Si vous partez avec 2 idées qui est, si je vais en entreprise, je suis ultralibéral, et si je vais dans le service public, je suis ringard, je vous souhaite bonne chance. J'ai d'autres rêves pour vous. Non, mais je vérifie juste. Non, mais on a le droit de faire des grains d'humour. Mais comme ça revient, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, là. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas, je vous pose la question à vous. Mais la plupart d'entre vous iront en entreprise, c'est très bien, ils ne seront pas pour autant des ultralibéraux. Enfin, le débat politique et économique a le droit d'être un tout petit peu plus sophistiqué dans notre pays, y compris à l'ESSEC, non? C'est la caricature qu'on fait justement. Ah d'accord. Système. Non mais faites pas une caricature de vous-même. Partez pas dans la vie. Écoutez, moi je vais vous souhaiter des choses formidables. Puis notre pays a besoin de vous, et l'Europe a besoin de vous. Et vous avez un monde déjà suffisamment difficile. Mais partez pas avec, si c'est de l'autodérision, très bien. Mais partez avec de l'enthousiasme, de l'énergie, de la volonté de changer le monde et de l'améliorer. En tout cas, c'est moi le souhait que j'ai pour vous. Après, je reviens sur votre question. Si j'emmène qu'un seul livre,
je ne suis pas sûr que j'emmènerai un livre d'économie, honnêtement. Mais si j'ai droit qu'à un seul livre d'économie, alors là, j'hésite pas, c'est la théorie générale de Keynes. Oui. Parce que c'est quand même un des très, très grands génies qui, lui, a contribué à sortir d'une crise très difficile. Deuxième question, sans caricature. L'économie française est en déroute. Bruno Le Maire est évincé. Quel ancien ministre pourrait prendre sa place à Bercy pour sauver la France ? Christine Lagarde, fini les analyses de conjoncture mondiale et les plans de sauvetage des autres pays, c'est la France qu'il faut sauver. Dominique Strauss-Kahn, le plus improbable retour en politique et l'occasion de reprendre votre poste de directeur de cabinet. Ou dernier choix, Emmanuel Macron. Dieu m'en garde, oui. En dernier choix, on vous propose Emmanuel Macron, car au moins à Bercy, il n'y avait pas de gilets jaunes. On a droit à un joker, une seule des questions ou pas? Il se trouve que Normalement, j'aime non. bien les trois, mais je pense que les trois feraient des bons ministres. C'est admis, ça, comme réponse? Et à choisir. Bon, après, il ne suffit pas d'un ministre des Finances, fût-il le meilleur qui soit, pour sauver la France. Hein. L'idée que tout dépend des pouvoirs publics, du gouvernement, et en particulier des ministres des Finances, elle est aussi un peu vieillie. Mais... Dernière question du coup. Bien que nous ne doutions pas de votre totale honnêteté, il y a de nombreux exemples de grands bandits de la finance. Si vous deviez en être un et passer de l'autre côté de la barrière, vous seriez qui? Bernard Madoff, un grand classique, mais pas sûr que la pyramide de Ponzi passe aujourd'hui. Jérôme Kerviel, la boulette financière à 5 milliards et sans en retirer aucun bénéfice personnel. Ou l'outsider, John Rusnak, 700 millions de pertes, bon, une paille comparée aux deux autres, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un escroc qui s'est repenti en s'engageant pour la réinsertion des anciens détenus. Formidable. Bon, j'ai dit chacun des trois à la question précédente, et là je vais dire très directement aucun des trois. Alors j'en profite pour dire quelque chose d'essentiel, parce qu'on a parlé des États-Unis, mais je crois qu'au-delà des États-Unis existe aujourd'hui la tentation de l'oubli de la crise financière. Alors ça, plus jamais ça. Hein. Et c'est probablement un des plus grands dangers qui soit aujourd'hui. C'est de dire, écoutez, on a compris que vous preniez des mesures exceptionnelles après 2009, mais aujourd'hui, priorité à la croissance, libérez-nous les besoins en capital des banques, les règles de sécurité qu'on a mis, la supervision renforcée. Non, jamais. Hein. Et ce que je dis est là, probablement une des notes les plus sérieuses de la soirée, même si je l'ai dit en souriant, cette tentation de l'oubli. On a parlé des prêts-effets de levier, on va peut-être parler du shadow banking, mais en travers de tout ça, il y a la tentation de l'oubli. La crise financière a eu des conséquences économiques, sociales à travers le chômage et démocratiques à travers le populisme qui ont un coût considérable et qu'on n'a pas fini de payer. Donc moi, je préfère des règles de sécurité fortes en la matière. Et puis alors, aucune indulgence vis-à-vis des bandits, de ceux qui sont là et de quelques autres. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour cette transition vers la troisième partie, à savoir la perspective d'une prochaine crise financière sous un angle européen. Donc, nous avons récemment reçu à Paris les économistes Sébastien Jean et Jésabel Coupé-Soubeyran du CEPI autour d'une table ronde. Voyez-vous venir, comme ces deux experts, la perspective d'une crise financière d'une ampleur jusque-là inégalée, et l'Europe, dans sa forme actuelle, peut-elle y faire face ? Pardon, C'est à vous. Je me demandais si quelque chose arrivait. Bon, d'abord, comme je le disais, je crois qu'on doit toujours être vigilant. Et c'est vrai en Europe, c'est vrai à l'échelle mondiale et notamment aux États-Unis. Quand je parle de la tentation de l'oubli, soyons clairs, elle est plus forte aujourd'hui aux États-Unis. Y compris parce que l'économie américaine va mieux, etc. et qu'elle se finance à crédit très, très largement. Alors, si on essaye de regarder les progrès qui ont été faits depuis la précédente crise financière et les risques qui restent, dans les progrès, et je pense que c'est un progrès mondial, il y a un renforcement considérable des règles de sécurité sur les banques. Alors, c'est ce qu'on appelle Bâle III. Pourquoi Bâle? Parce que c'est là que se sont réunis les régulateurs pour mettre au point ces règles. On en parle après. Juste après. Mais vos questions sont trop bien faites. Et pourquoi 3? Parce qu'il y avait eu Bâle 1, Bâle 2, mais Bâle 3, ça a été un renforcement considérable après la crise de 2010. Bâle 3 est aujourd'hui appliqué, heureusement, par les grandes banques internationales. Ça concerne aussi bien le capital, c'est-à-dire la solvabilité, que la trésorerie, c'est-à-dire la liquidité. Bon, et puis on reviendra dans les détails après, si vous voulez. Dans les choses où on a moins progressé, il y a les non-banques.
Alors, c'est un sujet qu'il faut prendre avec un peu de nuance, parce que d'abord, les non-banques, c'est une catégorie assez large. Il y a les compagnies d'assurance, et là, il y a des règles assez fortes. Il y a ce qu'on appelle Solvabilité 2 en Europe. Mais il y a tous les fonds, les asset managers, les hedge funds, etc. Et c'est une catégorie assez hétérogène. Ce qu'on appelle en général shadow banking. Alors, les banquiers vous disent il faut appliquer exactement les mêmes règles à ce shadow banking qu'à nous. Ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'ils ne portent pas les mêmes risques. Mais par contre, c'est vrai que l'effort qui a été fait sur ce shadow banking est sans doute pas tout à fait à la hauteur des risques, pour une raison assez simple d'ailleurs, qui est qu'en 2009, la crise est d'origine bancaire. Et donc, on se focalise sur les banques. Les fonds, les asset managers ont plutôt bien traversé la crise de 2009. Ils n'ont pas été facteurs de risque systémique. Et donc, ils ont tendance à dire ça s'est bien passé la première fois, donc ça va bien se passer la deuxième fois. Heureusement, on est payé pour avoir des raisonnements un peu plus sophistiqués et un peu plus anticipateurs. Mais là, il y a incontestablement un champ de vigilance aux États-Unis et en Europe. Et puis, pour terminer le paysage, et puis je pense qu'on reviendra un peu dans les détails, il y a l'évolution globale de la dette, parce qu'au fond, quand vous regardez les origines de la crise de 2007, je vais ultra simplifier, vous avez des origines financières, j'ai fait allusion au fonctionnement et aux risques pris par les banques, mais vous avez une origine macroéconomique, c'est le phénomène d'endettement à l'échelle mondiale. Et quand vous regardez, j'aurais pu apporter moi aussi mes slides, quand vous regardez l'évolution de la dette mondiale, dette publique et dette privée rapportée au PIB mondial, je vais vous donner 3 chiffres qui ne sont pas très connus mais qui sont malheureusement très parlants. Cette dette mondiale rapportée au PIB mondial, donc je prends dette publique plus dette des entreprises plus dette des ménages, tous ceux dont on parle depuis le début de la soirée, on était à 190% du PIB en 2001. On est monté à 210% du PIB en 2007, au moment de la crise. Donc, vous voyez une montée assez rapide. Et évidemment, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Tout le monde parle de deleveraging, de désendettement. Je vous ai dit que la dette privée avait un peu reculé en zone euro. Mais globalement, si je regarde l'ensemble de la dette mondiale, le 210 est devenu 230% du PIB en 2018. Alors, je raisonne sur 11 ans, alors qu'antérieurement, je raisonnais sur 6 ans. Le rythme de croissance a un peu ralenti, mais la croissance a continué. Et ça, c'est un grand facteur de risque. En particulier, nous devons regarder là où la dette a le plus augmenté. La différence entre l'après 2007 par rapport à l'avant, c'est que la dette aujourd'hui augmente beaucoup plus vite dans les pays émergents. Et notamment la dette des grandes entreprises des pays émergents, en Chine et ailleurs, est ce qui a augmenté le plus vite. Oui, ça fait 2 fois qu'on fait venir monsieur Jinping, et ça tombe bien puisqu'il est à Paris. Ah, donc, vous en parliez juste avant, suite à la crise des subprimes, les accords de Bâle III se sont imposés au système bancaire, entre autres pour le renforcement de leurs fonds propres, qui sont passés de 2% à 7% de manière générale. Considérez-vous qu'il s'agisse d'une mesure suffisante, ou alors que ce type de renforcement devrait intervenir dans des proportions, on va dire, plus importantes ? Oui, alors je ne sais pas très bien d'où viennent ces chiffres, parce que nous, on a plutôt des ratios, ce qu'on appelle core equity tier 1, par rapport aux actifs pondérés, c'est-à-dire le capital de meilleure qualité sur une moyenne européenne qui est plutôt entre 13 et 14%. Mais en tout cas, la tendance est celle que vous avez dite, quel que soit le chiffre en valeur absolue. Bon, c'est toujours délicat d'apprécier si c'est excessif, ce qu'ont tendance à dire un certain nombre de gens en disant vous avez trop freiné la croissance, si c'est le bon niveau d'équilibre ou si c'est insuffisant. Donc je vais rester assez prudent et modeste là-dessus. Les accords de Bâle III n'ont pas terminé leur montée en puissance, donc ces ratios devront encore monter dans les années qui viennent. Je pense qu'une fois appliquées les nouvelles règles de Bâle III qui sont prévues et qui doivent monter en puissance jusqu'en 2027, donc vous voyez, il y a un agenda de renforcement encore assez lourd, je crois qu'une stabilisation des règles du jeu serait assez saine. S'il y avait d'autres éléments, des facteurs extérieurs, il faudrait adapter les réglementations, mais il y a un moment où trop de réglementation tue la réglementation aussi. Donc les réglementations ont été considérablement renforcées, il y a encore une étape devant vous, sans avoir de certitude économique en la matière, on reste vigilant, mais je pense que la stabilisation est sans doute assez raisonnable. Par ailleurs, il faut être extraordinairement exigeant vis-à-vis des banques, c'est le rôle de superviseur que nous sommes, de la CPR et de l'Union bancaire, non seulement sur les ratios de capital, etc., mais sur la qualité du management des risques, tout ce qu'on appelle le contrôle interne, et tout ce qu'on appelle la conformité et la lutte anti-blanchiment. La tolérance zéro.
Donc, le débat va bientôt toucher à sa fin. Je vais demander au public de bien vouloir préparer des questions claires et concises pour le gouverneur. Monsieur le gouverneur, concernant les ratios, on a parlé de Bâle 3 et des accords de solvabilité. On sait très bien que les accords de Bâle 2 n'ont pas été appliqués par les États-Unis. Quelle vision purement européenne voyez-vous concernant la régulation bancaire et qui portera cette vision après Mario Draghi, dont le mandat se termine, je le rappelle, le 31 octobre 2019 ? Alors, je vais d'abord réagir sur le début de votre question. Quand vous avez dit que les accords de Bâle n'ont pas été appliqués aux États-Unis. Bâle 2. Oui, alors maintenant, c'est Bâle 3. Et Bâle 3 est appliqué aux États-Unis. Ça, c'est quand même très important. C'est un grand changement de la crise. Il faut qu'on soit très vigilant pour que ça dure. Je vais le dire d'une phrase. On sait bien que l'administration Trump remet en cause le multilatéralisme dans énormément de champs, dont le multilatéralisme commercial, et c'est très dommage, ou le multilatéralisme climat. Mais sur le plan financier, et ça tient au fait aussi que c'est la Banque centrale américaine qui est largement en responsabilité, les Américains, aujourd'hui, tiennent leurs engagements internationaux. Jay Powell, qui est là, et qui a été nommé par M. Trump, d'ailleurs, mais qui est un homme qui croit aux règles du jeu, qui croit au multilatéralisme. Ça lui vaut de temps en temps des tweets furibards. Mais donc là, il faut que les choses soient claires. Les règles sont appliquées. Alors, sur le plan européen, le mandat de Mario Draghi s'arrête en octobre prochain. Le voilà. 8 ans, non renouvelable. Je crois vraiment que c'est un homme qui a bien servi l'Europe. Je peux vous dire, pour le fréquenter très régulièrement, je pense que c'est un homme d'État qui est habité par l'intérêt général européen. C'est un homme qui, en 2012, a eu le fameux « whatever it takes », vous vous souvenez, juillet 2012. On est dans une situation de crise européenne assez grave. Et après un Conseil européen, les dirigeants politiques avaient pris leur part. À l'époque, Angela Merkel, François Hollande, Mario Monti pour l'Italie de la stabilisation. Mais il a le mérite, en juillet 2012, d'avoir une phrase très forte en disant que la Banque centrale européenne, le Conseil des gouverneurs, serait engagé pour faire « whatever it takes » pour garder l'euro. Et ça a marché. Donc rarement un homme a eu, par rapport à, je crois, ce qui était nécessaire, une efficacité aussi grande. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Non, après, la question est périodiquement posée, mais qui viendra derrière ? Alors là, c'est une question sur laquelle je vais vous répondre de façon extrêmement sereine. Il se trouve que c'est une décision qui ne nous appartient en rien. Heureusement, on est dans des démocraties, et donc c'est les dirigeants européens réunis dans le Conseil européen qui choisiront le futur président de la BCE. Ensuite, celui-ci devra agir en toute indépendance. En toute indépendance, ça ne veut pas dire tout seul. On revient à ce qu'on disait au début sur l'eurosystème et le Conseil des gouverneurs. Une tâche comme ça, elle ne peut pas être portée par un homme seul. Et honnêtement, quel que soit l'homme ou la femme qui sera choisi, moi, je l'appuierai de toutes mes forces. Et si c'est vous qui êtes choisi ? Irez-vous ? C'était dans votre question. Oui. Et alors, cette photo-là, non, honnêtement... si jamais c'était moi qui te choisis, j'en sais rien, souhaitez-moi bonne chance. Mais il y a beaucoup d'autres candidats de bonne qualité, et pourtant, je pense là qu'on voilà. Tiens, on va voir si votre... C'est la seule photo que vous ayez dans les candidats potentiels parce qu'il y en a d'autres. Alors, Luis de Guindos, là, qui est peut-être moins connu, c'est un Espagnol, c'est l'actuel vice-président de la BCE. Et ça, il y a une disposition qui dit que les membres du directoire ne peuvent pas être renouvelés et probablement pas nommés dans d'autres postes. Mais voilà, encore une fois, ça ne nous appartient en rien, mais c'est une tâche au service de l'intérêt général. Merci pour ces réponses, Monsieur le Gouverneur. Nous allons maintenant passer aux questions du public, qu'on exigera courtes et précises, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Gouverneur. La semaine dernière, nous recevions Monsieur de Rugy, donc ministre de la Transition écologique et solidaire, qui affirmait qu'il faisait ce qu'il pouvait avec le budget dont il disposait. Certains économistes, comme Gaël Giraud, économiste en chef de l'AFD, préconisent l'utilisation du levier monétaire de la BCE, notamment par un système de rachat de titres de créances sur les investissements verts,
comme ça a été le cas pour un rachat des titres de créance après la crise donc des banques. Pensez-vous que l'utilisation de ce levier monétaire pour financer ce grand chantier soit souhaitable, et sinon, pourquoi ? Alors, je pense que la réponse doit être aussi courte et précise que la question. Et ça mériterait un développement plus long. D'abord sur les budgets, vous avez parlé du budget de M. de Rugy et sur les choix budgétaires, ça c'est un choix démocratique absolument essentiel. Combien on met à disposition de chaque cause, et en particulier de la transition énergétique. Donc l'arme, avant de parler de l'arme monétaire, l'arme budgétaire est absolument centrale. Et puis comment on utilise l'arme fiscale, est-ce qu'il y a une taxe carbone ou pas, enfin il y a beaucoup d'autres instruments. Il y a rarement de remède magique en économie, hein, et je me méfie toujours quand on dit le budget c'est compliqué parce qu'il est limité, le fiscal c'est compliqué parce qu'il est jaune, donc tournons-nous vers la monnaie. C'est un peu rapide comme raisonnement. Alors, qu'est-ce que peut faire la Banque centrale en la matière et l'eurosystème ? D'abord, quand on contribue au taux bas, on facilite beaucoup la politique budgétaire. Quand on achète des titres souverains, parce qu'on n'a pas acheté des titres de banque, on a acheté des titres souverains, on a contribué à abaisser, nous estimons que la politique non conventionnelle a abaissé les taux d'intérêt. Je vous ai donné tout à l'heure le différentiel France-Allemagne, ça c'est l'effet de l'euro. Mais que la politique non conventionnelle ensuite, celle qui est appliquée aujourd'hui, a baissé le taux à 10 ans de 160 points de base en France, 1,60%. Donc ça facilite quand même la charge de la dette qui diminue, est facilitée par la politique monétaire, et ça facilite le fait d'attribuer davantage de crédit à la transition écologique. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire... Alors par ailleurs, nous, Banque de France, nous avons dit que sur notre portefeuille propre, nous aurions une politique d'investissement responsable et qu'on allait suivre des critères environnementaux. On est la première banque centrale de l'eurosystème à avoir fait ça. Vous pouvez aller regarder, d'ailleurs, on a publié un premier rapport d'investissement responsable sur tous nos actifs actuels, les engagements qu'on prend, etc. Je pense que c'est très nouveau et très bien fait. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire que la politique monétaire doit spécifiquement racheter des actifs verts ? Il se trouve qu'elle en rachète aujourd'hui. Et que dans les obligations qu'on rachète, il y a une part de green bonds. Mais est-ce que ça doit être un objectif spécifique ? Aujourd'hui, ça n'est pas dans notre mandat. Notre mandat, c'est la stabilité des prix. Et en contribuant à la stabilité des prix, je pense qu'on contribue aussi beaucoup à la croissance économique et à un certain nombre d'éléments favorables au financement de la transition écologique. Ce que nous poussons aujourd'hui, plutôt que verdir directement la politique monétaire, parce qu'on peut dire aussi, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas spécifiquement un objectif d'emploi ou d'innovation technologique ou de lutte contre les inégalités ? Enfin, il y a toute une série de bons objectifs économiques. Plus on en met à la politique monétaire, plus ça devient compliqué d'utiliser l'instrument. Mais je crois qu'il y a 3 réflexions aujourd'hui pour nous sur lesquelles nous, on est extrêmement actifs. Le premier, c'est tout ce qui est supervision prudentielle et des banques, c'est-à-dire nous nous battons pour que le risque climatique, qui est un risque de long terme, soit maintenant intégré dans le pilotage des risques financiers des banques. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est des mesures extrêmement précises du risque climatique qui est pris, et puis une vue forward-looking à 10 ou 20 ans avec des stress tests climatiques. Deuxièmement, dans les scénarios macroéconomiques que nous faisons, les prévisions de croissance et d'inflation, il faut intégrer de plus en plus le risque climatique. Je vous ai cité un exemple tout à l'heure qui peut paraître anecdotique, c'est le niveau du Rhin. Mais de plus en plus, nous aurons des manifestations du changement climatique qui ont des effets économiques. Il faut qu'on les intègre, y compris dans les scénarios potentiels. Et puis la troisième chose, c'est que nous prenons en garantie des prêts que nous faisons du collatéral, c'est-à-dire des titres, et que dans l'évaluation de la valeur de ces titres, il faut intégrer le risque climatique qui peut peser sur eux. Je vais m'arrêter là peut-être pour ne pas être trop technique, mais c'est incontestablement un champ de travail pour nous, sans nécessairement verdir directement la politique monétaire, mais intégrer le risque climatique dans les diverses dimensions de notre politique. J'ai répondu à votre question. Une autre question ? Bonsoir, monsieur le gouverneur. Ma question porte sur la mission spécifique de contrôle et de surveillance des établissements bancaires et assurantiels. Quand on regarde le traitement qui est fait des établissements bancaires aux États-Unis en cas de non-compliance avec un certain nombre de normes édictées par le législateur, on voit des sanctions extrêmement fortes
voire des sanctions de prison. Quel est votre avis par rapport au traitement qui est fait par la CPR et de la relative faiblesse des sanctions tant pécuniaires qui sont établies par l'autorité administrative et les sanctions pénales établies par le système judiciaire français? Je ne crois pas que vous puissiez dire ça. C'est-à-dire qu'à délit comparable, je ne pense vraiment pas que la CPR pêche par son indulgence par rapport à des autorités américaines équivalentes. Il y a eu des amendes très lourdes aux États-Unis sur des faits qui, à notre connaissance, ne se sont pas produits en France. Ou sinon, après, on peut prolonger la discussion bilatérale, mais notamment sur des biais par rapport à des comportements de clientèle, enfin ce qu'on appelle du misconduct, dont on n'a pas l'équivalent en France. Voilà. Et si le cas se présentait, je pense qu'on n'hésiterait jamais à prendre les sanctions. Après, comme vous le savez, sur les sanctions américaines, il y a un débat un peu compliqué sur l'extraterritorialité, parce que vous aviez peut-être en tête certaines banques européennes, dont françaises, qui ont été sanctionnées aux États-Unis. Ça, c'est un débat compliqué. Alors, comme tout débat compliqué, je vais me limiter à une ou deux phrases simples. La plupart de ces banques avaient commis des actes répréhensibles. Est-ce qu'ils étaient répréhensibles au titre de la loi américaine, parce que souvent, cette extraterritorialité s'est fondée sur le fait que les transactions étaient en dollars. Et il y a eu des sanctions assez fortes en Europe sur des violations d'embargo et autres, hein, ACPR ou autres, vous pourriez prendre d'autres pays européens. Il y a eu des sanctions fortes. Je ne sais pas si vous voulez que je vous cite ING, Deutsche Bank, etc. Il y a eu des sanctions fortes en Europe, mais par rapport aux infractions aux lois européennes. Et sur certaines opérations qui n'avaient pas eu lieu aux États-Unis, qui ne concernaient pas des entités américaines, on pourra avoir le débat de savoir si l'extraterritorialité était totalement légitime. Je crois que ça renvoie à la puissance de l'appareil judiciaire américain, ça renvoie aussi à la puissance du dollar. Et une des questions qu'on peut sans doute se poser, c'est l'intérêt à développer le rôle international de l'euro. Mais je pense vraiment qu'à délit comparable, il n'y a pas d'indulgence supérieure en Europe. Nous pouvons prendre une dernière question. On a assez peu parlé des politiques monétaires non conventionnelles, notamment le quantitative easing. Et comme on le sait, donc, toutes ces politiques elles doivent avoir une fin, fatalement. Et est-ce que vous avez peur que dans quelques années, lorsqu'on va couper le robinet entre guillemets des liquidités, on se retrouve avec une crise sur les bras? Non. Mais pour autant, je ne vais pas vous donner de pronostic de calendrier. Bon. Alors, je vais faire un tout petit éclairage technique sur le quantitative easing, si vous permettez. En gros, les politiques non conventionnelles, c'est deux grandes catégories d'instruments. Et pardon, là aussi, je vais simplifier. Il y a l'arme des taux d'intérêt qui ont été abaissés très bas, et même pour certains en territoire négatif. Et non seulement ils ont été abaissés, mais ils ont été allongés dans le temps. C'est ce qu'on appelle la forward guidance. Et puis il y a une deuxième arme, c'est ce qu'on appelle le QE. Pour les non-spécialistes ici, c'est le fait pour la Banque centrale de racheter des titres souverains sur le marché secondaire, hein, jamais sur le marché primaire, ce qui serait un financement direct des déficits, d'augmenter ses achats et puis de les détenir à son bilan. Alors, il y a une étape qui est passée un peu inaperçue, mais qui va directement dans votre question, c'est que nous avons franchi une étape de normalisation du QE en décembre dernier, c'est que nous avons arrêté les achats nets. Jusqu'à présent, on augmentait le stock d'une quantité assez significative chaque mois. Maintenant, le stock est stabilisé. Ça a d'ailleurs donné lieu à l'époque à certains titres de presse qui étaient eux-mêmes exagérés dans l'autre sens en disant « arrêt du QE ». Non, il n'y a pas arrêt du QE parce que nous détenons un stock de titres. Il y en a au bilan de la Banque de France, de la Bundesbank, enfin de l'ensemble de l'eurosystème qui reste très significatif. Je vais vous donner le chiffre, c'est près de 2600 milliards d'euros. Hein. Donc c'est 25% du PIB européen, vous voyez que c'est assez significatif. C'est moins que la Banque du Japon, hein, qui a de l'ordre de 80% du PIB japonais, mais c'est très significatif comme action de soutien. Ce que nous avons dit en la matière, c'est que notre séquence de normalisation progressive, quand les conditions économiques le justifieraient, il y a une étape qui a été franchie, l'arrêt des achats nets. L'étape suivante serait un premier relèvement des taux,
pour sortir progressivement du territoire des taux négatifs. Et l'étape encore suivante sera de commencer à diminuer la taille du bilan. Il se trouve que la Fédérale Réserve américaine a suivi ces 3 étapes. Simplement, elle le fait avant nous parce que le cycle économique américain est beaucoup plus avancé. À quel rythme nous suivrons ces étapes, ça va réellement dépendre des données économiques. Alors, ça se dit en anglais, beaucoup plus chic, c'est qu'on est data dependent en la matière, et en particulier, comment on progresse vers la cible d'inflation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 3 ans, le mot à la mode, c'était déflation. Et vous pouvez regarder les chiffres, on était en territoire d'inflation négative. Et heureusement que la Banque centrale a agi vigoureusement avec ses politiques non conventionnelles. Elles ont été efficaces. Elles ont augmenté la croissance, elles ont augmenté l'inflation. Pour vous citer un ordre de grandeur, on estime que sur la période 2016-2020, les politiques non conventionnelles, au total, ont augmenté la trajectoire de croissance de 1,9% et la trajectoire d'inflation de 1,9%, en cumulé sur les 5 ans. Donc vous voyez que c'est significatif. La normalisation progressive, elle dépendra des progrès que nous faisons vers la cible, mais je crois qu'on a montré dans l'étape de décembre dernier notre capacité à faire les choses suffisamment annoncées à l'avance et sans provoquer la moindre crise financière et même la moindre tension sur les taux d'intérêt, parce que je pense qu'on avait bien communiqué à l'avance. C'est la fin de ce débat. Merci, monsieur le gouverneur, d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous invitons à présent à un cocktail qui se tiendra en cafétéria afin d'échanger de façon plus informelle avec le public. Merci à tous. J'ai droit à un tout petit mot pour finir. Je vous en prie. Juste pour rebondir positivement sur mon apostrophe de tout à l'heure. C'est votre génération maintenant qui va avoir la responsabilité du pays et de l'Europe. Je voulais simplement vous souhaiter le meilleur là-dedans. Vous aurez des affectations professionnelles différentes, des métiers différents, mais je souhaite que chacun d'entre vous puisse être le plus fidèle à sa vocation, dans le sens large du terme. Je vous souhaite d'être toujours fiers de votre pays et de notre Europe. Je le dis d'autant plus qu'on vit dans un monde difficile et dans un temps difficile, mais nous avons quand même la très grande chance de porter des valeurs, un modèle social, des cohésions que le reste du monde très souvent nous envie, donc ne soyons pas trop dans l'autoflagellation. Et puis, je vous souhaite d'avoir la capacité, là où vous serez, d'entraîner des équipes, de faire un certain nombre de progrès sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan social à vos équipes. Si je peux vous donner un témoignage à travers le parcours qui a été le mien, et je mesure toute la chance que j'ai eue, à la fois dans mon parcours éducatif et dans mon parcours professionnel. Mais c'est que partout où vous êtes, vous avez une capacité à améliorer les choses. Ne partez jamais battus, croyez-y à fond, et je vous en remercie par avance.